Parmi les pouvoirs les plus emblématiques du monde de Naruto, celui dont on va parler aujourd'hui serait sans doute placé dans le top 3, le Sharingan, aussi appelé œil copieur tournoyant. Il vient se placer parmi les nombreux dojutsu que l'on peut découvrir dans la série et qui sont des aptitudes ninja utilisant les yeux. Avec tout le pouvoir qu'il donne à son utilisateur, il est considéré comme faisant partie des 3 plus grands dojutsu avec le Byakugan et le Rinnegan. Il existe de nombreuses formes de Sharingan, mais dans cette vidéo, on se concentrera sur les formes 1, 2 et 3. La plupart du temps, le Sharingan est obtenu par hérédité et est éveillé lors d'un état émotionnel intense. Parmi ce qu'il permet à son utilisateur, le Sharingan peut rendre le chakra visible à l'œil nu, mais aussi d'entrer dans l'esprit de sa cible en créant une illusion puissante, la faisant voir et faire des choses comme divulguer des informations, et ce, bien sûr, contre sa propre volonté. En dehors d'autres attaques dévastatrices, cette pupille céleste est également connue pour donner à son utilisateur le pouvoir de copier les techniques, prévoir les mouvements et d'augmenter considérablement ses réflexes. Mais dans notre réalité, comment expliquer ce pouvoir à l'aide de la science? Comment verrait-on à travers de tels yeux? Et les pouvoirs du Sharingan seraient-ils possibles en vrai? Avoir le Sharingan en vrai, ça fait quoi? C'est parti! Alors, le Sharingan, dans sa forme de base, n'est pas si différent que ça de l'œil normal. Il y a une pupille placée au centre et un autre point noir qu'on appelle Tomoe. Jusqu'au niveau 3, plus le niveau du Sharingan augmente et plus il y a de Tomoe. Et avant d'aller plus loin, pour mieux comprendre la suite, essayons d'abord de comprendre comment fonctionne un œil normal. Chez les humains de notre monde, un œil est composé d'une cornée, qui est cette espèce de hublot posé sur l'œil, puis on a l'iris, qui est ce qui donne la couleur à l'œil et qui permet en se contractant ou en se dilatant de faire entrer plus ou moins de lumière, puis vient la pupille, qui est littéralement un trou que l'iris aura formé de façon plus ou moins grande. Juste derrière ce trou, on a le cristallin, qui permet, en se gonflant ou en s'aplatissant, de rendre l'image d'un objet net en fonction de s'il est proche ou loin, par exemple. Et derrière, ce qui tapisse le fond de l'œil est la rétine, une membrane très fine recouverte de millions de photorécepteurs qui reçoivent la lumière et la transforment en signaux électriques pour les transmettre ensuite au cerveau via les nerfs optiques pour construire l'image que nous voyons. Ces photorécepteurs peuvent être divisés en 2 types bien différents, à savoir les cônes et les bâtonnets. Les cônes, qui permettent principalement de voir les couleurs, sont concentrés en grande partie sur une toute petite zone de la rétine qui fait face à l'iris et qu'on appelle macula. C'est la partie la plus sensible de l'œil et étant la vision centrale, c'est elle qui va rendre possible les activités qui demandent le plus de détails comme la lecture, la conduite ou encore la reconnaissance des visages. Les bâtonnets, eux, sont plus sensibles aux variations d'intensité de la lumière, mais aussi aux formes et aux mouvements, et ne sont donc pas bons du tout pour voir les couleurs. Dans une pièce sombre par exemple, c'est surtout les bâtonnets qu'on utilisera, et on y sera alors presque daltonien. On en a environ 120 millions de ces bâtonnets dans la rétine, et ce sont eux qui vont s'occuper de la vision périphérique. Maintenant, si on reprend notre Sharingan, en gros, c'est au niveau du Tomoe que les bâtonnets seraient placés. On pourrait alors penser que ces Tomoe sont en réalité des pupilles supplémentaires. Elles pourraient alors bénéficier des bâtonnets situés derrière pour avoir une vision accrue. Bon, maintenant vous me direz que dans notre monde, des pupilles supplémentaires, c'est pas près d'exister. La polychorie, une pathologie extrêmement rare dans laquelle une personne a plusieurs pupilles dans le même œil avec un iris qui les contracte tous les deux. Alors par contre, cette malformation est tellement rare que je n'ai trouvé que très peu d'informations dessus. Mais de ce que j'ai pu lire, les rares personnes qui en sont atteintes ont généralement 2 problèmes. Des pupilles plus petites qu'à la normale et dans une position excentrée. Le problème est que tout ce qui se trouve derrière est bien en place, ce qui résulte sur une vision sombre et floue. Et c'est là qu'est toute la différence avec le Sharingan, qui garde toujours sa grande pupille en position centrale, tandis que les Tomoe, donc ses pupilles, se concentrent uniquement sur les bâtonnets. Pour rappel, les bâtonnets permettent de mieux percevoir les différentes intensités lumineuses, mais aussi les formes et les mouvements. Est-ce qu'on ne tiendrait pas là l'un des secrets du Sharingan? Autrement dit, est-ce que le fait de mieux percevoir les formes et les mouvements serait ce qui permet de développer la vision de Sasuke au point tel qu'il pourrait désormais voir les mouvements de ses ennemis au ralenti et copier leurs signes, voire même les anticiper? Avant de passer à la suite, il est important de rappeler comment fonctionne le Sharingan dans le monde de Naruto. Une des contreparties du Sharingan est qu'il puise dans le chakra de son utilisateur et semble être adapté à un organisme Uchiha. Kakashi possède un Sharingan mais est rapidement fatigué après son utilisation parce que son métabolisme n'est pas adapté. Mais ça, ce n'est qu'à la base. En effet, les Uchiha les plus puissants et les plus déterminés peuvent développer une forme évoluée du Sharingan, le Mangekyou Sharingan. Il permet d'avoir un dojutsu extrêmement puissant sur chaque pupille, avec la possibilité d'avoir le Susanoo, une armure extrêmement puissante. Itachi par exemple possède l'Amaterasu qui projette des flammes ne pouvant être éteintes. Et il possède également le Tsukuyomi, un genjutsu où Itachi est le maître de l'espace-temps. Il peut faire ce qu'il veut de vous, comme par exemple vous torturer comme bon lui semble. D'ailleurs dans ma vidéo j'ai dit que les dojutsu sont complémentaires et pour Itachi, ils ont pas du tout le même effet par rapport aux yeux de Sasuke par exemple qui lui permet de maîtriser le Hunten à volonté ou ceux d'Obito qui lui permet d'utiliser un jutsu spatio-temporel. Le lien logique pour Itachi, c'est le nom de ses attaques. Amaterasu, c'est le dieu du soleil, alors que Tsukuyomi est le dieu de la lune.
Quoi qu'il en soit, ce dojutsu a un prix. Déjà, si on utilise le Mangekyou Sharingan trop fréquemment, une baisse de l'acuité visuelle se fait ressentir qui ira jusqu'à la cécité. Ensuite, le souci pour développer le pouvoir, c'est qu'il faut perdre un être cher. Tobirama, le second Hokage, a révélé les secrets des Uchiha. Ils chérissent beaucoup l'amour et lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt ou qui sont désespérés, le Sharingan se développe. Il indique clairement qu'un chakra spécial surgit de leur cerveau et affecte le nerf optique qui active le Sharingan, l'œil qui reflète les sentiments. Quoi qu'il en soit, si vous êtes atteint de cécité, vous pouvez prendre les yeux de votre frère pour vous les faire greffer afin d'avoir un Mangekyou Sharingan éternel qui est beaucoup plus puissant. Parce que oui, dans Naruto, on enlève les yeux comme on enlève des ampoules. On connaît plutôt bien les capacités du Mangekyou Sharingan de chaque Uchiha, mais il y en a un où c'est un mystère, et c'est celui de Madara Uchiha. Mais pour voir la véritable capacité de Madara, il faudra le voir sur ma chaîne. Ce qui est sûr, c'est qu'à la base, le Sharingan de niveau 1, avec un Tomoe, permet de saisir à peu près les mouvements d'un ennemi. La forme 2, elle, possède 2 Tomoe. Au-delà de mieux voir les mouvements de l'adversaire, elle permet aussi de copier les techniques. Et dans sa troisième forme, on peut aller jusqu'à prévoir les mouvements de l'adversaire et même les finaliser avant lui. Malheureusement, peu importe à quel point votre œil vous permet de voir clair, ce n'est pas ça qui vous permettra de faire ce que le Sharingan permet. On dirait ici que Sasuke a le pouvoir de ralentir le temps avec ses yeux. Est-ce qu'il est possible de ralentir le temps avec ses yeux dans notre monde? Oui, et ça s'appelle la chronostase. Vous voyez ce mouvement rapide que vous faites avec vos yeux pour passer d'un objet à un autre? C'est ce qu'on appelle une saccade, et ça dure environ 200 millisecondes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, pendant ce mouvement, on ne voit pas le monde bouger, mais directement l'objet vers lequel se dirigent nos yeux. Et pourtant, pendant ce mouvement, il y a bien un flou qui se crée. Le problème est que ce flou est complètement incompréhensible par notre cerveau, et la solution la plus simple qu'il trouve à faire est tout simplement de l'effacer de notre mémoire. À la place, cette fraction de seconde sera remplacée par l'objet vers lequel notre œil se dirigeait. Et l'objet que l'on regarde désormais semble être figé pendant un très court instant. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder une horloge et d'avoir l'impression que la première seconde était plus longue que les suivantes? Alors c'est que vous avez déjà expérimenté la chronostase. En transposant ça au Sharingan, on pourrait alors penser que les pupilles en tournant pourraient reproduire cette chronostase. Mais vu que cette illusion de temps figé n'est vraie que pour celui qui la vit, faudrait aller chercher autre part. Les utilisateurs semblent voir les mouvements de leurs ennemis avec une telle facilité qu'on dirait presque qu'ils voient le monde au ralenti. Oh, le seuil critique de fusion du papillonnement. Alors qu'on regardait dans les yeux de Sasuke, pour comprendre son pouvoir, c'est bien derrière qu'il fallait regarder, à savoir son cerveau et la rapidité à laquelle il traite les informations sensorielles. Selon une étude de biologiste, avec un traitement lent de l'information sensorielle, le temps semble plus rapide. Et à l'inverse, avec un traitement rapide de l'information, le temps semble lent. Pour en venir à cette conclusion, ils ont calculé ce qu'on appelle le seuil critique de fusion du papillonnement. Un terme compliqué pour désigner la vitesse à partir de laquelle une lumière clignotante semble ne plus clignoter et être juste continue. Et c'est ce qui donne une idée approximative de la vitesse du traitement visuel d'une personne. C'est d'ailleurs sur ce phénomène qu'on se basait pour les films qu'on faisait défiler au cinéma. Au final, ce n'était que des images figées qui, mises les unes à la suite des autres et à une certaine vitesse, nous donnaient l'impression du mouvement grâce à la lumière. Chez les humains, le seuil critique de fusion du papillonnement est de 60 fois par seconde. Mais ça change énormément chez d'autres espèces comme la tortue lutte avec ses 15 fois par seconde, soit un temps qui paraît 4 fois plus rapide pour cette tortue que pour nous. Ou encore contre 250 fois pour une mouche, soit un temps qui lui paraît plus de 4 fois plus lent que pour nous. La prochaine fois que vous tenterez d'écraser une mouche et que vous la trouverez rapide, pensez qu'elle vit la scène plutôt comme Neo dans Matrix. Alors qu'il est vrai que des pupilles supplémentaires aident en théorie à y voir plus clair, si le clan Uchiwa venait à exister dans notre monde, c'est tout leur système nerveux qui devrait être transformé pendant l'activation du Sharingan pour leur donner l'illusion d'un temps ralenti. Et avec un tel pouvoir, copier les techniques de ninjutsu, voire les anticiper, semble alors beaucoup plus facile. Maintenant, reste à expliquer comment il leur est possible de voir à l'œil nu le chakra ou encore de pénétrer dans l'âme de leurs ennemis comme ils le font. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Parmi ces 3 dojutsu, lequel aimeriez-vous avoir en vrai? J'attends votre réponse en commentaire. Et après avoir parlé du Sharingan, il est maintenant temps de s'attaquer à un autre œil mythique, le Byakugan, qui signifie littéralement œil blanc. Dans l'anime, ce pouvoir qu'on découvre d'abord par le clan des Hyuga confère à son utilisateur des pouvoirs qui dépassent l'entendement, à commencer par une vision à 360 degrés et qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres, voir à travers la matière, détecter les ondes infrarouges et même identifier le chakra d'une façon encore plus précise que ne peut le faire le Sharingan. Mais dans la réalité, comment expliquer tous ces pouvoirs à l'aide de la science? À quoi ressemblerait la vision d'une personne qui possède le Byakugan et nous serait-il possible d'avoir certains de ces pouvoirs en vrai? Dans la vidéo sur le Sharingan, je vous rappelais le fonctionnement de l'œil humain en vous parlant de la vision centrale et périphérique. Mais Neji n'a clairement pas les mêmes problèmes que nous avec sa vision à 360 degrés, lui permettant de voir arriver le danger de pratiquement partout simultanément. Dans notre monde,
avoir une vision aussi large serait assez compliqué. Déjà, la position de nos yeux nous permet au mieux de voir à 120 degrés pour notre vision binoculaire et on peut monter jusqu'à 180 degrés si on additionne l'angle de vision de chaque œil. Dans notre monde, avoir une vision à 360 degrés naturellement nous forcerait à avoir nos yeux placés légèrement sur les côtés de notre tête. Comme c'est le cas pour certains animaux, dont le cheval qui peut monter à environ 146 degrés par œil, ce qui laisse seulement un angle mort de 3 degrés à l'arrière. Et ça tombe bien, puisque si vous avez bien suivi l'animé, alors vous savez que les possesseurs du Byakugan ont aussi un angle mort situé exactement au même endroit. Bon, jusqu'à preuve du contraire, Neji et Hinata n'ont pas des têtes de cheval, donc l'explication doit être ailleurs. Et la réponse pourrait bien être la carte mentale. Des chercheurs de l'université de Tohoku, au Japon, ont décidé de se lancer dans une expérience pour connaître notre capacité à voir à 360 degrés. Parce que bien que les yeux des humains ne sont pas les plus performants du règne animal, le processeur qui est notre cerveau, lui, est capable de choses impressionnantes pour combler nos faiblesses. Un exemple simple est celui de la tâche aveugle. Regardez cette image et cachez votre œil gauche. Placez-vous maintenant à environ 30 cm de l'écran et ne fixez que l'étoile. Si vous le faites correctement, alors le rond devrait complètement disparaître pour ne laisser place qu'à la grille. La raison est que c'est exactement là qu'est situé votre nerf optique et votre cerveau comble ce manque en complétant l'image avec ce qu'il voit autour. Toujours dans l'idée d'améliorer les capacités de notre œil et plus particulièrement de notre champ de vision, nos yeux vont faire ce qu'on appelle des saccades, qui sont des micro-mouvements oculaires qu'on fait sans s'en rendre compte et qui nous permettent d'avoir un plus large aperçu de notre environnement et créer cette sorte de carte mentale. Comme on le voit ici, en prenant des sortes de captures d'image, l'œil est capable de former une image plus grande que notre champ de vision en faisant constamment ces micro-mouvements. La question est maintenant de savoir à quel point cette carte mentale peut être grande. Et c'est là qu'est tout le but des chercheurs, qui ont placé des écrans tout autour des personnes testées et à qui on a demandé de détecter la lettre T cachée parmi 34 L. L'exercice a même été compliqué en éparpillant ces lettres au maximum et parfois même en les retournant sur elles-mêmes. Le truc, c'est que sans avertir les sujets, au cours de l'expérience, une des dispositions était répétée plusieurs fois. Et sans le savoir, au fur et à mesure des essais, les sujets retenaient cette disposition sans s'en rendre compte et finissaient par trouver la lettre T plus rapidement, et ce, même quand elle était derrière eux. Tout ça prouve alors la capacité de notre cerveau à créer inconsciemment une carte mentale à 360 degrés. Et c'est d'ailleurs ça qui nous permet de se déplacer parfois sans regarder où l'on va, mais c'est certainement là qu'Hinata fait toute la différence avec une maîtrise de sa carte mentale bien plus développée que la nôtre. Ce qui est d'autant plus impressionnant quand on sait que la portée de sa vision est de 10 km. Est-ce qu'il serait possible pour les humains de voir d'aussi loin? Pour répondre à cette question, je vais vous montrer ça. Le tableau de l'œil de Snellen, créé en 1862 par l'ophtalmologue Hermann Snellen. Un objet que tout le monde connaît et qui permet de tester sa vision. Mais au-delà de vous informer si vous avez besoin de lunettes ou non, cet objet nous informe aussi sur les limites de l'œil humain. En d'autres termes, l'acuité visuelle, qui est en gros la résolution de l'œil humain. Sauf qu'au lieu de parler de pixels, on va parler ici de degrés. Dans de bonnes conditions, si vous regardez deux étoiles dans un ciel dégagé, vous pourrez distinguer les deux lumières jusqu'au moment où elles ne sembleront ne faire qu'un. Cet écart est d'un 60e de degré et qu'on appelle aussi un arc minute. Dans ce tableau, la ligne du 20/20 comporte alors des lettres faisant 4 mm d'épaisseur et donc 2 cm de hauteur. En vous plaçant à 6 mètres de ce tableau, si vous arrivez à la lire, alors c'est que vous avez une vision de 20/20. Vous y arrivez? Pas mal. Hinata, elle, est capable de voir cette même lettre placée à 10 km de distance. Son acuité passe de nos 1 arc minute à 0.5 arc seconde. En d'autres termes, si on voulait avoir une chance de voir ces lettres à cette distance, il faudrait qu'elles fassent plus de 33 mètres de hauteur. On est loin des possesseurs du Byakugan et pourtant c'est loin d'être leur pouvoir le plus impressionnant, la vision à rayon X. Si les Hyuga et les Otsutsuki ne devaient garder qu'un pouvoir de leur dojutsu, ce serait sûrement celui-là. En dehors de l'espionnage, s'ils les combinaient à leur acuité, ils peuvent voir sur de très longues distances sans être gênés par les objets qui se trouvent entre eux. Et surtout, leur capacité à voir le chakra des ninjas est d'une précision bien plus grande que celle que permet le Sharingan. À lui seul, il a le pouvoir de voir les 361 Tenketsu qui sont les portes de sortie du chakra. Là où les ninjas capables de libérer du chakra par leurs mains ou leurs pieds sont en général très expérimentés, pour les Hyuga, ce n'est qu'une formalité et Neji le prouve bien quand il exécute le tourbillon divin du Hake qui nécessite de libérer du chakra depuis les 361 Tenketsu en même temps. Parce qu'ils sont capables de les voir sans problème, ils ont aussi développé des techniques comme les 64 points du Hake visant à bloquer le chakra et mettre leur adversaire hors combat. Dans la réalité, bien sûr, la vision à rayon X pour nos yeux n'est pas faite pour demain. Quoique,
Bon ok, là c'est vraiment tiré par les cheveux, mais j'ai trouvé cette étude assez marrante pour vous la placer ici. Les humains et les autres grands mammifères ont évolué dans des espaces remplis d'obstacles comme des forêts, ce qui leur a permis d'avoir leurs yeux évoluer vers l'avant. Et bien que ça nous fasse perdre notre capacité à voir autour de nous, ça permettrait d'avoir une vision à rayon X. Alors ok, le neuroscientifique à la base de cette étude utilise sûrement ce mot pour le buzz, mais l'idée se cache dans la zone binoculaire de notre vision. Placez vos doigts devant vos yeux et regardez-le avec un œil puis l'autre. Dans chacun d'eux, une partie de ce qui se trouve derrière sera cachée. Mais ouvrez les deux yeux et vous verrez qu'il est maintenant possible de voir complètement ce qui se trouve à l'arrière sans souci. Cette capacité est utilisée dans la nature pour permettre aux prédateurs de naviguer plus facilement entre les feuillages d'une jungle dense pour attraper leur proie par exemple. Bon, c'est un pouvoir qu'on a peut-être un petit peu trop pris pour acquis pour s'en étonner, mais après avoir vu cette vidéo, vous pourrez dire que vous avez le pouvoir de la vision à rayon X. Évitez juste de le dire à trop de monde quand même. Si jamais cette nouvelle ne vous a pas suffi, ne vous inquiétez pas, j'ai autre chose pour vous. Le Wallabot. Ce truc permet littéralement de voir à travers les murs en détectant ce qui se trouve juste à l'arrière. Bon, ce n'est pas aussi efficace que les techniques d'espionnage du Byakugan, mais pourquoi pas l'utiliser en contre-espionnage par exemple. Collez cet appareil à un mur et vous pourrez d'un coup d'œil voir si quelqu'un écoute à la porte. Même si je suis sûr que cet appareil n'est pas été créé pour ça. Bref, à l'image du Sharingan, le Byakugan permet aussi de suivre précisément des mouvements très rapides au point de pouvoir les anticiper. Comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est grâce à ce qu'on appelle le seuil critique de fusion du papillotement. Un phénomène qui permet à chaque espèce de percevoir le monde qui l'entoure à des vitesses différentes. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Si vous ne pouviez n'avoir qu'un seul des pouvoirs dont on a parlé dans cette vidéo, ce serait lequel? J'attends votre réponse en commentaire. Après avoir exploré les pouvoirs du Sharingan et du Byakugan, il est maintenant temps de s'attaquer au dojutsu le plus puissant de l'univers de Naruto, le Rinnegan. Le pouvoir de cet œil est tel qu'il est dit qu'au temps des troubles, celui qui manie le Rinnegan est envoyé des cieux pour devenir un dieu de la création qui apaisera le monde ou un dieu de la destruction qui le réduira à néant. Les possesseurs de ce dojutsu sont déifiés, c'est loin d'être exagéré quand on connaît ne serait-ce que la moitié de ses pouvoirs. Une seule vidéo ne suffirait pas pour m'étendre sur toute la puissance du Rinnegan, et c'est pour cette raison que je vous propose aujourd'hui de se concentrer sur un de ses pouvoirs mythiques, le Pain Rikudo. 6 pouvoirs distincts utilisés par Nagato à l'aide de corps qu'il contrôlait à distance et qui sont tous porteurs du Rinnegan. Attraction et répulsion, corps mécanisé, lire dans les pensées, invocation d'animaux géants, absorption de n'importe quelle technique de ninjutsu et détecteur de mensonges sur pattes. 6 corps, 6 pouvoirs et un seul champ de vision, puisque l'autre particularité du Pain Rikudo que Naruto apprendra sur le champ de bataille est que tous ses avatars partagent leur champ de vision, ce qui les rend très difficiles d'être pris par surprise. Mais dans la réalité, à quoi ressemblerait le Pain Rikudo? Pourrait-on voir à travers le champ de vision d'autres personnes ou encore lire dans leurs pensées? Et serait-il possible d'absorber des connaissances sans avoir eu besoin de les apprendre? Le Pain Rikudo, en vrai, c'est possible? Parmi les 6 avatars contrôlés à distance par Nagato, Tendo possède sans doute le pouvoir le plus impressionnant d'entre tous, l'attraction et la répulsion. Et si vous suivez un peu la chaîne, alors vous pourrez trouver vous-même l'explication de son attraction, le trou noir. Effectivement, on dirait que c'est bien vers ça que Masashi Kishimoto ait voulu se diriger quand on observe cette technique au ralenti. Créer des trous noirs dans notre réalité, ça semble être une très mauvaise idée, et pourtant, c'est ce qu'une équipe de physiciens en Israël ont cherché à faire dans le but d'étudier les phénomènes que Stephen Hawking avait prédits avec ses théories. En faisant collisionner le noyau de grands atomes, comme celui de l'or, à des vitesses proches de celles de la lumière, ils ont réussi à produire un plasma à la température de 300 millions de fois celle du Soleil. Ce qui a fait se décomposer les noyaux en des particules qui n'avaient plus existé depuis les quelques microsecondes d'après le Big Bang. Et enfin, le cœur de ce plasma a montré des caractéristiques similaires à celui d'un trou noir, notamment dans son pouvoir d'attraction. J'espère que ces physiciens savent ce qu'ils font, mais on dirait bien que créer des sortes de trous noirs est désormais à la portée des humains. Est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin en étant capable de reproduire l'autre moitié de l'attaque signature de Tendo? C'est ce qu'on va voir. La répulsion céleste. Un nom épique pour une puissance dévastatrice qui ne laisse aucune chance au village de Konoha qui en sera complètement détruit. Et expliquer cette attaque est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Car non, il ne s'agit pas d'une simple onde de choc qui, avec un tel pouvoir de propulsion, causerait sans doute des dégâts mortels aux organes internes de ses victimes. Et à en voir les victimes après une attaque, je parierais sur autre chose. Bien sûr, l'auteur ne s'est sûrement pas pris la tête avec une explication scientifique sur la répulsion céleste. Et heureusement, parce que la seule chose la plus proche qui pourrait l'expliquer dans notre monde est tout simplement l'antigravité. Ce qui aurait du sens quand on connaît la source de l'autre moitié de son pouvoir. Sa main agirait alors ici comme centre de gravité duquel, à l'inverse de ce qu'on connaît habituellement par la gravité, ne servirait pas à attirer mais à repousser. Plus cette gravité est puissante, plus sa propulsion le serait également. Bien sûr, dans la réalité, l'antigravité est loin de voir le jour.
Tout simplement parce qu'on ne sait toujours pas exactement ce qu'est la gravité. Parce que oui, grâce aux lois de Newton et d'Einstein, on est capable de prédire avec une très grande précision ses effets. Mais ces théories ne nous apprennent en rien comment cette gravité fonctionne vraiment. Ou encore par quel mécanisme les objets massifs distordent l'espace-temps. Tout ce qu'on sait, c'est que la gravité est une conséquence de la masse. Plus elle est importante et plus grande sera la distorsion de l'espace-temps et donc plus grande sera la gravité. À moins que ce soit de la simple télékinésie, Tendo emporte avec lui le secret de la répulsion céleste, du moins jusqu'à temps qu'on ait accès à l'antigravité. Le prochain sur la liste, Shurado. Avec son corps entièrement mécanisé, c'est face à une véritable machine de guerre que vous aurez à faire si vous avez le malheur de vous retrouver devant lui. De son corps, il est capable de sortir toutes sortes d'armes tout aussi effrayantes les unes que les autres. Bon, dans la réalité, ça n'aurait aucun sens d'avoir une sorte de robot humanoïde armé jusqu'aux dents et prêt à en découdre. Tout simplement parce que ça ne sert à rien. Les robots sont pensés pour des tâches bien précises et développer un robot humanoïde qui devra parcourir des longues distances à pied avec toutes sortes d'obstacles sur son chemin est beaucoup plus fastidieux qu'un simple drone, plus simple à créer et beaucoup plus efficace pour cette même tâche. La plupart du temps, si vous voyez des robots humanoïdes, c'est parce qu'ils ont une fonction sociale ou de divertissement par exemple, comme aider des personnes dans leur foyer ou amuser les plus jeunes adeptes de nouvelles technologies. Par contre, télécommander un robot uniquement par la pensée comme le fait Nagato avec Shurado, ça c'est beaucoup plus utile et ça existe déjà. C'est le cas pour les tétraplégiques par exemple, qui grâce à des électrodes implantées dans le cerveau, n'ont qu'à penser à faire le mouvement pour qu'il soit réalisé par le robot. Dans cette même idée, la chercheuse Natalia Kosmina nous a aussi prouvé qu'il était possible de piloter un drone uniquement par la pensée. Ce qui nous rappelle que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Tout comme le pouvoir de Shikushodo, qui lui est capable d'invoquer des animaux géants. Magie ou technologie avancée, ce qui est sûr c'est que son pouvoir est bien trop avancé pour un science versus pop culture. Alors je propose de passer au suivant. Ningendo. Il lui suffit de toucher une personne de sa main pour lire dans ses pensées et ses souvenirs. Un pouvoir largement exploité dans la science-fiction et pourtant, encore une fois, la réalité la rattrape d'une façon très surprenante. Bon, déjà dans une précédente vidéo, on a vu qu'il était possible d'implanter des faux souvenirs dans le cerveau d'une personne, mais il est possible d'aller plus loin. Des scientifiques de l'université de Californie ont fait une découverte permettant quasiment de voir les souvenirs d'une personne. Pour commencer, ils ont fait regarder à une personne un film. Pendant ce temps, les chercheurs compilaient les informations sur le flux sanguin du cortex visuel, qui est la partie du cerveau qui est chargée de traiter les informations visuelles. Un programme a ensuite synchronisé les réactions du cerveau face aux images du film qu'il voyait. À ce même programme, on a ensuite fait analyser 300 000 minutes de vidéos YouTube et pour chacune d'entre elles, on lui a demandé de créer plusieurs combinaisons d'activités cérébrales en se basant sur celle du sujet analysé. En combinant toutes les vidéos précédentes, le programme a été en mesure de reproduire visuellement ce que le sujet aura vu dans le film juste en se basant sur son activité cérébrale. Bon, on n'a pas encore de résolution 4K, mais cette technologie promet un futur impressionnant et où le pouvoir de Ningendo semble à portée de main. Il est maintenant temps de sélectionner Gakido. Au moindre contact, cet avatar peut absorber n'importe quelle technique de ninjutsu. Le ninjutsu étant un art martial assimilé à travers des entraînements longs et fastidieux, l'équivalent dans la réalité serait alors de pouvoir apprendre le kung-fu par exemple, rien qu'en s'insérant une clé USB dans le crâne. À défaut de pouvoir le faire aujourd'hui, serait-il possible dans un avenir proche ou lointain d'avoir recours à ce genre de méthode? Non. Malheureusement, notre cerveau ne fonctionne pas comme un simple ordinateur qui traite des informations digitales. Avant d'intégrer parfaitement une information, notre cerveau a besoin de temps, d'essais, d'erreurs et de rectification. Plus on répète ce process et plus on sera en mesure de maîtriser un art. À l'inverse, les ordinateurs tels qu'on les connaît sont aussi bêtes maintenant qu'ils ne le seront après leur avoir transféré tout le savoir de l'humanité. Ils n'apprennent rien, mais exécutent bêtement des ordres. Du moins, c'est comme ça qu'ils fonctionnent aujourd'hui. D'ailleurs, comprendre exactement comment fonctionne le cerveau est très loin d'être une réalité, et si un jour on apprend un ninjutsu rien qu'en s'insérant des données, faudra d'abord avoir une complète maîtrise du cerveau, ce qui risque de prendre des décennies, voire plus. Maintenant, il est temps de parler de Jigokudo. Son pouvoir effrayant lui permet d'invoquer le roi des enfers qui, en attrapant la langue de sa cible, est capable de déterminer si elle ment ou pas. Dans notre monde, n'importe qui connaît les polygraphes aka les détecteurs de mensonges. Aux États-Unis, on a même recours à cet outil pour sélectionner les employés de la CIA et du FBI. Mais est-ce que c'est vraiment fiable? Pour pouvoir fonctionner, la machine est reliée au suspect avec des électrodes qui mesurent sa pression artérielle, son rythme cardiaque et respiratoire, mais aussi l'humidité de la peau, la température corporelle ou encore la dilatation des pupilles. Pour, entre guillemets, calibrer la machine, on pose d'abord des questions basiques comme le nom, l'adresse, etc. avant de commencer les vraies questions. À la fin de l'interrogatoire, on compare les données entre elles. S'il y a de gros changements dans les paramètres cités juste avant, le suspect est alors accusé de mensonge. D'après les inventeurs du polygraphe, pris à part, ces éléments ne permettent pas de dire si une personne ment ou pas, mais c'est le changement significatif de l'ensemble de ces points qui permettent de cramer à coup sûr un menteur. Le problème, c'est que pas mal de scientifiques se questionnent sur la fiabilité du détecteur de mensonges. Pour eux, un menteur bien entraîné pourra passer
passer les tests sans trop de problèmes et à l'inverse, un homme honnête, impressionné pourrait y échouer. Et vu l'interrogatoire du roi des enfers, autant dire tout de suite qu'il y a très peu de chances pour que vous passiez le test. Après avoir parlé des 6 avatars et de l'équivalent de leurs pouvoirs respectifs dans la réalité, il est temps de parler de leur pouvoir commun, le champ de vision. Et oui, parce que le Rinnegan permet aux 6 corps et à Nagato d'avoir un champ de vision partagé, laissant très peu de marge de manœuvre à ses adversaires pour les prendre par surprise. Un tel pouvoir est tout aussi impressionnant qu'il est improbable de le rendre possible dans la réalité. Déjà parce qu'on élimine les rétroviseurs par un manque de charisme, mais aussi parce qu'on imagine qu'il serait difficile pour notre cerveau de pouvoir gérer tous ces points de vue en même temps. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Et si, tout comme pour le Byakugan, qui n'est pas vraiment une vue à 360 degrés, mais plus une carte mentale qui permet à leur possesseur de ressentir tout ce qui se passe autour d'eux, peut-être qu'il en est de même pour le Rinnegan. Dans la réalité, on a entendu beaucoup d'histoires de jumeaux ayant vécu des phénomènes très troublants. Certains disaient pouvoir ressentir ce que l'autre ressentait au même moment, tandis que d'autres racontent même avoir eu des petites blessures sans raison apparente. Plus tard, ils apprenaient que leurs jumeaux s'étaient blessés au même moment. Malheureusement, il y a très peu de preuves scientifiques sur ces phénomènes qui sont, je trouve, fascinants. Bon, la télépathie entre jumeaux n'est pas prouvée scientifiquement, mais est-ce que la science pourrait rendre la télépathie possible? Parce que figurez-vous que c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de recherches, dont celle d'une équipe du Starlab à Barcelone, qui était capable d'envoyer pour la première fois un mot d'un cerveau situé en Inde à un autre placé en France. Bon, pour rendre cet exploit possible, il aura fallu transformer le message en code binaire, utiliser une connexion internet, des ordinateurs, le tout dans un process qui prend pas mal de temps, mais on dirait bien qu'on a là les prémices d'une vraie télépathie qui servirait dans le monde de Naruto à compléter le champ de vision de Pain et dans notre monde à devenir un nouveau moyen de télécommunication. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un peu plus longue que d'habitude, mais le sujet était vraiment passionnant. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Si vous pouviez avoir le pouvoir d'un seul des 6 corps de Pain, ce serait lequel? J'attends votre réponse en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si c'est pas déjà le cas. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles connaissances. Plus.